Un jour sans fin, la France semble être bloquée dans une boucle infernale avec un président en pleine crise mégalomane aux commandes. Ne cherchez pas, tout ce que nous avons vécu la semaine dernière est déjà aux oubliettes. Le Cornu a démissionné, puis est revenu avec les mêmes fidèles lieutenants du macronisme pour former un nouveau gouvernement quasi identique au précédent. Et comme toujours, une question nous obsède. Combien de temps ce cirque va-t-il encore durer ? Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le lundi 13 octobre et non, vous n'êtes pas dans un jour sans fin, même si tout porte à le croire. Macron a tout bonnement annulé la semaine dernière pour recommencer à l'identique. Après tout, Jupiter peut bien se le permettre. En tout cas, il s'en donne le droit, malgré ses 14% de popularité. Comme un ex toxique, il a accepté la démission de Sébastien Lecornu lundi, après la débâcle de dimanche dernier, et l'a aussitôt rappelé pour tout recommencer. Et ça a marché. Le voilà donc de retour avec un tout nouveau gouvernement Lecornu 2. Enfin, tout nouveau, c'est vite dit. En y regardant bien, rien n'a changé. Il s'entoure des mêmes têtes, des mêmes copains, du même petit cercle de fidèles macronistes. Le tout a juste été saupoudré de quelques figures inconnues, débauchées de la société civile, mais loin d'être des inconnus du chef de l'État, juste pour faire illusion. Et comme la semaine dernière, tout ce petit monde a été promu un dimanche soir, en surprise. Mais cette fois, Emmanuel Macron s'est empressé de se faire la malle pour retourner sur son terrain de jeu préféré, celui de l'international, là où il se rêve en faiseur de paix et en homme d'État mondial. Ce matin, le chef de l'État a atterri en Égypte pour assister à la signature officielle de l'accord de paix mettant fin à la guerre à Gaza. Macron, toujours obsédé par l'idée de marquer l'histoire, veut sa place sur la photo, quitte à oublier qu'en France, la pellicule commence sérieusement à se consumer. Au fond, rien n'a changé. Pendant que la France tourne en rond, Macron, lui, continue de graviter autour de son ego. Et ce n'est pas Alain Minc, son ancien mentor et conseiller, qui dira le contraire. Lui qui fut parmi les premiers à le propulser sur la scène politique, a fini par lâcher la bombe, c'était dans l'Express. Selon lui, Emmanuel Macron est le pire président de la Ve République. Et il a ajouté que le chef de l'État n'est pas fou, il est narcissique. Pour une fois, difficile de ne pas lui donner raison. Car le problème n'est plus seulement qu'il s'écoute parler, c'est qu'il ne s'écoute plus être contredit. Macron est désormais seul dans son palais, entouré d'un cercle de fidèles qui le rassurent, plus qu'il ne le défie. Un entre-soi devenu système de sa gouvernance. Chacun joue sa partition, l'un flatte, l'autre acquiesce. Tous évitent de lui faire de l'ombre. Et lui est convaincu d'être le seul à voir clair dans un pays d'aveugles. Il continue de réciter son monologue, persuadé qu'il incarne encore le mouvement, alors qu'il n'incarne plus que l'immobilisme. Le macronisme, au fond, c'est devenu ça, une machine politique qui tourne à vide, sans souffle, sans idée, mais avec un sens aigu de la mise en scène. Le pouvoir comme performance, la communication comme boussole, à chaque crise, allocution ou remaniement, il nous sert sans cesse une promesse de nouvelles méthodes, de renouvellement. Et à chaque fois, les Français se retrouvent avec les mêmes acteurs, les mêmes ficelles usées. 34 ministres ont donc été nommés hier soir, tard dans la soirée. Le scénario était déjà écrit, les noms avaient fuité depuis des heures sur les grandes chaînes d'infos. On y apprenait d'ailleurs même qu'une boucle WhatsApp avait été créée par l'Élysée pour offrir à quelques journalistes triés sur le volet la primeur de l'annonce. Sans surprise, le média n'était pas dans cette boucle. On serait bien d'ailleurs curieux de savoir qui en faisait partie. Mais comme toujours, le pouvoir maîtrise l'art de la mise en scène en balançant quelques noms à l'avance, les nouveaux venus de la société civile évidemment. Il s'est arrangé pour que les chaînes d'infos n'aient d'autre choix que de les évoquer en boucle pendant plusieurs heures, évitant ainsi qu'elles s'attardent trop sur les recyclés du macronisme. Et pourtant, ils sont nombreux.
Le casting est loin d'être anodin quand on y regarde de plus près, même si Matignon se vante d'un renouvellement aux 2/3. Mais l'avantage avec les chiffres, c'est qu'on peut leur faire dire ce qu'on veut. Il y a donc, on le disait, les recyclés, Darmanin à la justice, qui se voit tout de même contraint de mettre un voile sur ses ambitions présidentielles pour mener à bien sa mission de garde des Sceaux. On attend quand même de voir. Jean-Noël Barrot est également reconduit au Quai d'Orsay. Rachida Dati reste à la culture, malgré sa conception toute personnelle du service public, ses casseroles judiciaires et ses ambitions municipales à Paris sous l'étiquette LR, on y reviendra. On peut aussi citer Catherine Vautrin, propulsée de la santé aux armées, un glissement qui laisse perplexe à première vue, mais quand on y réfléchit bien, sa gestion militaire des hôpitaux laisse entrevoir de belles perspectives de carrière à l'hôtel de Brienne. Tabarot reste au transport, Aurore Berger aux solidarités, Annie Genevard conserve son poste de ministre à l'agriculture qu'elle occupe depuis 1 an, Roland Lescure, ex-ministre de l'Industrie, se voit offrir Bercy, comme c'était prévu dans le gouvernement Lecornu 1, et Amélie de Montchalin, macroniste de la première heure depuis l'ère Édouard Philippe, poursuit quant à elle sa route au compte public. Bref, vous l'avez compris, rien que du déjà-vu. Au total, 18 ministres et ministres délégués sur les 34 que compte le gouvernement Lecornu 2 ont déjà siégé au Conseil des ministres depuis 2017. Et même parmi les nouveaux, on retrouve les mêmes visages du premier cercle. David Amiel, désormais ministre délégué à la fonction publique et à la réforme de l'État, conseiller déjà Emmanuel Macron dès 2015. Alice Ruffo, nouvelle ministre déléguée aux anciens combattants, n'est autre que l'ancienne numéro 2 de la cellule diplomatique de l'Élysée. Et même quand on jette un œil du côté des fameux totems, ceux issus de la société civile, il suffit de gratter un peu le vernis pour qu'il s'écaille. Prenez Monique Barbu, nouvelle ministre de la Transition écologique, érigée comme une des cautions de gauche, notamment pour son parcours à la tête de l'ONG WWF. Cette dernière a été un des soutiens d'Emmanuel Macron de la première heure. Elle appelait à voter pour lui dès 2017. D'ailleurs, en 2019, elle est nommée envoyée spéciale du président pour la biodiversité dans le cadre du One Planet Summit. On peut aussi citer évidemment Laurent Nunez, jusqu'alors préfet de Paris, qui prend la place de Bruno Retailleau à l'intérieur. On rappelle qu'il a couvert tout ce que la Macronie a fait de pire en termes de répression, depuis les éborgneurs de gilets jaunes jusqu'aux policiers mis en examen pour le meurtre de Naël. C'est aussi lui qui autorise des défilés néo-nazis dans les rues de Paris. Alors pas étonnant que Retailleau se félicite de sa nomination. C'est d'ailleurs bien le seul qui tire un sourire aux Vendéens, puisqu'au sein du nouvel exécutif, 6 ministres viennent des rangs des Républicains, alors même que le parti avait donné consigne samedi de ne pas rejoindre ce gouvernement. Un véritable bras d'honneur envoyé à Bruno Retailleau, qui n'a évidemment pas du tout apprécié. On le sait, le dimanche soir, Retailleau a la gâchette facile. Cette fois, il n'aura mis que 7 minutes à dégainer l'exclusion de ses 6 ministres frondeurs, à savoir Rachida Dati, Annie Genevard, Philippe Tabarot, Vincent Jeanbrun, Sébastien Martin et Nicolas Forissier. Le cas de Rachida Dati est particulièrement délicat puisque la ministre s'était fraîchement vue investir par le parti pour la mairie de Paris. Pour l'instant, les cadres du parti, bien embêtés avec les alliances locales, temporisent. Toujours est-il que l'humiliation est spectaculaire pour la droite, déjà fragilisée après un week-end où elle a presque implosé. Alors accrochez-vous parce que c'est à ne rien y comprendre. La semaine dernière, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez se tiraient la bourre parce que le premier rempilait au gouvernement alors que le second plaidait pour l'arrêt de la collaboration entre LR et la Macronie. Et bien désormais, c'est totalement l'inverse. D'un côté, les députés, emmenés par Laurent Wauquiez, plaident pour la participation au gouvernement, de peur d'une dissolution de l'Assemblée qui les mettrait à mal. De l'autre, les sénateurs, avec Retailleau et Larcher, voudraient garder leur distance, craignant qu'un engagement gouvernemental ne suspende la réforme des retraites.
Cette volte-face illustre la confusion de la droite et la stratégie floue de Bruno Retailleau, accusé de préparer sa sortie de l'exécutif pour se repositionner politiquement et peut-être lancer enfin sa candidature présidentielle que tout le monde attend. Avec ses petites magouilles personnelles, il choisit de déclencher une crise interne, offrant à Laurent Wauquiez l'occasion de jouer les insurgés. Résultat, la droite, qui s'imposait comme incontournable la semaine dernière, replonge dans une nouvelle crise existentielle. Ces nominations donnent l'impression que Lecornu a habilement joué sur les divisions internes de LR, après avoir reçu séparément Retailleau et son rival Wauquiez. Si le gouvernement Lecornu 2 a battu le record de longévité de 12 heures du gouvernement Lecornu 1, les jeux ne sont pas encore faits. Le locataire de Matignon, qui livrera sa déclaration de politique générale mardi après-midi aux parlementaires, pourrait bien battre son propre record du ministre le plus éphémère de la Ve République, établi à 27 jours, on le rappelle. Dès hier soir, le Rassemblement national et la France insoumise ont annoncé le dépôt d'une motion de censure à la suite de l'annonce du gouvernement. Ce lundi, les deux partis ont bien déposé leur motion, ça a été confirmé, en ajoutant les voix des députés écologistes et communistes, également menaçant, à celles des élus du parti d'Éric Ciotti à l'extrême droite. Le total atteint déjà 264 députés votant la censure. Il ne manquerait alors que 25 socialistes sur les 69 que compte le groupe pour atteindre les 289 voix nécessaires à la chute du gouvernement. Alors pour l'instant, le PS temporise et attend la déclaration de politique générale avant de trancher sur une éventuelle censure, ont-ils annoncé. Mais les socialistes précisent qu'ils déposeront leur propre motion si nécessaire, sans indiquer s'ils soutiendraient celle du RN ou de LFI. Cette motion serait déposée si leurs exigences, notamment en matière de taxation des hauts patrimoines, n'étaient pas satisfaites et surtout si Sébastien Lecornu ne prononce pas les mots « suspension immédiate de la réforme des retraites ». D'ailleurs, à ce sujet, on notera l'absence d'Elisabeth Borne dans le nouveau gouvernement Lecornu. Alors certainement pas à cause de ses ambitions présidentielles, mais peut-être davantage en raison de ses déclarations de la semaine passée, plaidant pour un gel de la réforme des retraites qu'elle a elle-même portée en son temps. Il se pourrait que son initiative soit restée en travers de la gorge du président. Même sort pour Édouard Philippe, qui avait évoqué des présidentielles anticipées. Le porte-parole de son parti avait annoncé qu'aucun ministre Horizon ne serait intégré au nouveau gouvernement. Mais il y a toujours des surprises. Naïma Moutchou, ex-vice-présidente de l'Assemblée nationale et ministre éclair du gouvernement Lecornu 1, a été finalement reconduite ce dimanche au ministère des Outre-mer en remplacement de Manuel Valls. Une nomination qui ressemble fort à un petit tupercute de Macron adressé à son ancien soldat et amateur de boxe. Toujours est-il que les votes sur les motions de censure sont attendus dès mercredi ou jeudi. Mathilde Panot, la patronne des députés LFI, a résumé la situation avec un brin d'ironie. Un conseil aux nouveaux arrivants, ne déballez pas trop vite vos cartons, la censure arrive, a-t-elle écrit sur X hier soir. Le gouvernement Lecornu 2 n'a pas beaucoup d'avenir devant lui. Le socle politique de cette équipe est plus réduit que jamais, reposant sur Renaissance, quelques fidèles éparses et des profils venus de la société civile, souvent novices en politique. Ils incarnent surtout l'obsession du chef de l'État à persister dans sa stratégie, malgré ses défaites électorales, les revers politiques et son impopularité record. Cette obsession pour le dernier carré des fidèles a désarmé les ministres LR, qu'ils soient conservés ou nouvellement recrutés. Désormais, ils sont exclus du parti et donc privés de relais solides à l'Assemblée. Les technocrates et profils société civile devront donc se débrouiller seuls face à un palais Bourbon fragmenté et exigeant où les négociations de couloir font la loi. Au final, Lecornu 2 n'est rien d'autre qu'une extension du théâtre personnel d'Emmanuel Macron, un gouvernement calibré pour flatter son ego plutôt que pour écouter le Parlement ou les citoyens de ce pays.
Fidélité à tout prix, recyclage de ministres déjà censurés et profils faussement apolitiques. Tout y est pour conforter un chef de l'État obsédé par sa propre légende, même si cela se fait au détriment de la moindre efficacité politique. Dans ce décor, le gouvernement ressemble moins à une équipe qu'à une galerie de miroirs réfléchissant à l'image du président, brillante dans sa mégalomanie, mais complètement hors sol par rapport aux réalités de la France et de l'Assemblée nationale. On passe à l'international, au Proche-Orient. L'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas semble être sur la bonne voie cette fois. Les 20 derniers otages israéliens ont été remis à la Croix-Rouge, puis à l'armée israélienne ce matin après 338 jours de captivité. En échange, près de 2000 prisonniers palestiniens sont en passe d'être libérés. Les premiers sont d'ailleurs même déjà arrivés à Khan Younes ce matin. Donald Trump l'assure, la guerre à Gaza est terminée. Devant la Knesset, le Parlement israélien, il a parlé d'un triomphe incroyable pour Israël et pour le monde. Et en prime, le président américain a sorti une nouvelle idée de son chapeau, une amnistie pour Benyamin Netanyahou, poursuivi dans son pays pour corruption. Il risque jusqu'à 10 ans de prison, nous en avions parlé dans le récap de jeudi dernier. Après avoir tenté de séduire et de rassurer les parlementaires israéliens, Donald Trump s'est envolé pour Sharm el-Sheikh en Égypte. Il participe au sommet de la paix qu'il co-préside avec Sisi, le président égyptien. Ce dernier sert, je cite, à renforcer les efforts pour instaurer la paix et la stabilité au Moyen-Orient. Un sommet qui se fait sans Israël et le Hamas. Les chefs d'État de plusieurs pays sont présents, dont Emmanuel Macron, on vient d'en parler. On poursuit avec la France. Ce fut un entretien express pour Nicolas Sarkozy. Il est arrivé en début d'après-midi au parquet national financier pour y connaître la date et le lieu de son incarcération. Et il a quitté le tribunal vers 14h25 sans faire de déclaration. Alors, où sera-t-il enfermé et pour combien de temps? La question reste entière. Pour l'heure, peu d'informations, mais sachez que sa mise sous écrou doit intervenir dans un délai de 4 mois et que pour assurer sa sécurité, je cite, il devrait être en quartier d'isolement ou dans un quartier dit vulnérable. Or, en région parisienne, 2 prisons disposent de ces derniers, à savoir La Santé et Fleury-Mérogis. Pour rappel encore, le 25 septembre dernier, le tribunal correctionnel de Paris l'a déclaré coupable d'association de malfaiteurs pour avoir laissé ses collaborateurs démarcher Mouammar Kadhafi en vue d'un financement illégal de sa campagne. Il a été condamné à 5 ans de prison ferme. Mais ce n'est pas la première fois que l'ancien président est confronté à la justice. Citons par exemple le bracelet électronique qu'il avait dû porter entre février et mai pour avoir corrompu un magistrat. Cette fois, s'il est enfermé derrière les barreaux, il deviendra le premier ex-chef d'État de l'UE à aller en prison. Belle performance. Et on continue avec les démarches administratives qui deviennent un parcours du combattant en France. C'est ce que révèle un nouveau rapport accablant du Défenseur des droits publié ce lundi. 61% des usagers déclarent rencontrer des difficultés contre seulement 39% il y a 9 ans. Une explosion qui touche pas seulement les seniors, mais toutes les catégories, y compris les diplômés du supérieur. Face aux lenteurs de l'administration et à la numérisation à marche forcée, de nombreux citoyens renoncent tout bonnement à faire valoir leurs droits. Ce sont 23% des sondés. Et sachez par ailleurs que cette étude chiffre les discriminations sociales et raciales dans les services publics. 21% des personnes interrogées déclarent en avoir été victimes, 29% chez les personnes en difficulté financière, 38% chez celles perçues comme noires, arabes ou maghrébines. L'enquête a été menée auprès de 5030 personnes âgées de 18 à 79 ans entre octobre 2024 et janvier 2025. Un signal d'alarme pour la République, puisque quand l'accès aux droits dépend de la couleur de peau ou de la connexion à Internet, c'est toute la promesse du service public qui vacille.
Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et souvenez-vous, il y a un peu plus d'1 an, le média était auditionné par l'Arcom pour investir la TNT. Mais plutôt qu'une chaîne libre et indépendante comme la nôtre, l'Arcom a préféré le projet du milliardaire Daniel Kretinsky. Mais aujourd'hui, de nouveaux canaux se libèrent sur la TNT nationale et la TNT francilienne, avec ses quelques 12 millions de téléspectateurs potentiels. Alors le média compte bien y candidater si l'Arcom en décide ainsi. Et comme toujours, nous porterons un projet commun avec nos camarades médias indépendants qui le désirent. Et vous, si ce projet vous intéresse et que vous voulez nous soutenir, signez et faites signer notre pétition sur tntdesindés.fr pour une TNT libre, ouverte et démocratique. Et si vous voulez nous aider à produire une information libre et indépendante, n'hésitez pas à vous abonner aux médias ou à faire un don sur notre site internet ou simplement à en parler autour de vous et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, en attendant la TNT, retrouvez-nous sur nos 2 chaînes YouTube, Le Média et Le Média 24/7 pour ne rien rater de nos programmes. Très bonne soirée sur Le Média.